savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avant de s'occuper de Donald Trump, du réseau de la santé, des transports en commun, de la politique, le pain puis le beurre. Ça, c'est vrai, Marie. En fait, juste le La pain. base. Juste le pain. Non, parce que le beurre est correct. Il n'y a pas de rappel. Mais pour vrai, c'est un énorme questionnement. Je pense que les gens sont mêlés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on rappelle le pain? Plusieurs marques de pain. Et là, les gens se demandent, mais qu'est-ce que je fais avec mon pain que j'ai payé 4$ la semaine passée? Ouais. Ben, moi, en revenant à la maison, hier, j'ai vérifié. Alors, T'as étudié ton pain. J'ai étudié mon pain. J'en avais pas de ces marques-là. Alors, voici ce petit rappel des faits. OK? Il y a un rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour toutes sortes de pains, que ce soit du pain pour se faire des rôtis, du pain hot dog, du pain hamburger, des marques suivantes. Country Harvest, Deli World, D'Italiano, Giant Value, Great Value, le choix du président, Sans Nom et Wonder. Ce qu'on craint, c'est la présence possible de morceaux de métal. Là, je vous rassure, on n'a pas pour l'instant de précision de la part de l'Agence canadienne des aliments concernant de possibles blessures en raison de la présence de métal. Non, parce que ça serait à pleine page des journaux si des gens avaient craché le sang, c'était ouvert la langue clair. ou les gencives. Donc, c'est pas arrivé. Non, on est de manière préventive actuellement. Alors, ces produits-là ne doivent pas être utilisés, vendus, servis ou distribués. Là, il y a des pains blancs, des Est-ce qu'on pains a des bruns, dates? des C'est ça qui est pas clair. C'est ça qui arrive. Non, puis je retournais voir là, sur le site là, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, il y a une série de codes de produits. Je peux pas tous vous les nommer en ondes parce qu'on serait encore là dans une vingtaine de minutes, mais vous pouvez aller vérifier. Mais il n'y a pas de date comme telle. Mais un pain, là, à moins que vous le congeliez, là, disons, un pain acheté récemment. Dans la dernière semaine. Ben, c'est ça, un pain acheté récemment. Maintenant, là, si qu'est-ce que vous tu fais avez avec ton pain? C'est Ben, ça. si t'as une carence en T'as un fer. pain vilain, là. C'est ça. Si t'as une carence en fer, peux-tu t'aider? Très bonne question. Si jamais tu as un pain de ces marques-là, OK, c'est simple. Vous avez juste à ramener le produit en magasin, puis vous allez être remboursé si le pain correspond à celui du rappel. Est-ce que vous avez besoin de présenter une facture? La réponse est non, semble-t-il. Il faut simplement que vous ayez le pain en question. Sauf que la logique, c'est que si tu as acheté un pain, mettons, il y a 6 jours d'une de ces marques-là, aujourd'hui, il te reste un demi-pain. Un tiers de pain. Oui. Un quart de pain. Non, parce que la logique d'avoir un pain, c'est de manger le pain. J'espère bien. Mais en principe, si tu n'as pas eu de problème de santé, tu as tiré le bon numéro à la loterie du pain. Mettons que tu reviens avec un quart de pain, est-ce qu'on va te redonner un pain neuf? C'est une très bonne question, mais je présume que oui. Je pense pas qu'ils vont te redonner un quart. Je pense pas qu'ils vont t'enlever les tranches. Je pense pas qu'ils vont le calculer au prorata de la tranche. Monsieur Dumont, vous avez mangé 20 tranches sur 30. Bon. Fait qu'on te redonne n'importe quoi que tu ramènes un sac, même si t'en as déjà... Parce qu'au moment où on fait le rappel, à mon avis, la grande majorité de ces pains sont entamés. Là. Ben oui, c'est sûr. Quoi dur comme fer Oui, à ça, parce qu'il y a eu ce rappel-là qui a été notamment publié sur le site là, de l'Agence des aliments. Mais ça a pris quand même un certain temps avant que ça circule dans la sphère publique. Là. Il y a du temps qui s'est écoulé. Là. Ouais. Puis là, je me suis posé la question, là, peut-être les épiciers n'ont pas peur de manquer de pain. Si tout le monde, dans une semaine normale d'épicerie, où tout le monde consomme du pain, tout à coup, tout le monde a besoin de revoir un pain de la semaine passée. Je veux dire, les chaînes d'approvisionnement, aucune épicerie a dit on manque de pain pour l'instant. Pas jusqu'à maintenant. Mais je sens qu'il y a une petite crainte en toi, Mario. As-tu non, quand même. Tu as assez de pain pour passer à la fin de As-tu mangé ce matin? Non, moi, il fait jeûne intermittent. Mais Toi, oui. t'es correct. Moi, je suis t'as pas correct. besoin de pain. Bon. Fait que voilà, donc on ramène son pain. Oui. On nous donne un remboursement ou un autre pain. On reste calme. Oui, on reste calme. Ça, c'est très important. C'est très important. Face à toute menace. Jean-Guy des Éboulements, un titre Cube Radio, dit passez vos pains au fer aimanté. Pour être sûr. S'il sonne pas, On est correct. ouais, s'il sonne pas, on est correct. Il y a ce phénomène qui refait l'actualité. Il y avait eu un reportage là-dessus au printemps, le white lining, là, qui réfère évidemment à la ligne blanche sur la white line, la ligne blanche sur la route. Oui, c'est une manœuvre là, qui consiste à passer rapidement d'une ligne blanche à l'autre. Là. C'est des gens là, qui courent sur les autoroutes, par exemple. Une tendance qui a été observée d'abord aux États-Unis, au Mexique et dans l'Ouest canadien, et ça fait son
son apparition ici. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'assister à ces courses sur l'autoroute. Moi, j'en ai déjà vu, là. Sincèrement, ça donne froid dans le dos. Et ça fait l'objet... Donc, on zigzague à très haute vitesse. Oui. À travers les voitures. Et justement, à l'émission JE ce soir, 20h à TVA, notre collègue Denis Thériault va lever le voile sur cette pratique qui est extrêmement dangereuse. Un constat troublant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes conducteurs québécois qui jouent avec leur vie, qui jouent avec la vie des autres aussi, en faisant du white lining. Et le but, c'est quoi? Parce que je comprends que souvent, on se filme. Là. Le but, c'est de faire une notoriété. vidéo. Exactement. Et puis, je mets des gros guillemets avec notoriété, là, parce qu'il n'y a rien de notable là-dedans. Au contraire, c'est complètement fou. Là. Alors, ces adeptes-là filment ce qu'ils sont en train de faire, mettent les images sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Des centaines... Avec des caméras déposées souvent là, sur le tableau de bord en avant. Donc, tu vois devant, exact. Tu vois les manœuvres, puis tu entends crier dans le char. Et des centaines de publications comme ça, il y en a sur Instagram, sur un compte, entre autres, White Line Montreal. Il y a 24 000 personnes qui suivent ça, qui vraiment encouragent par le fait même cette pratique-là. Qui sont maintenant ces conducteurs? La Sûreté du Québec les a un petit peu ciblés, des gars de 18 à 30 ans qui conduisent souvent des véhicules de haute performance et modifiés. Et là, la Sûreté du Québec organise des opérations vraiment spéciales là-dessus. Puis nos collègues de JE ont accompagné les policiers dans le cadre de cette opération-là. C'était en août dernier. Et pendant l'opération, d'une durée de 6 heures, les policiers ont remis 19 contraventions qui totalisent près de 10 000 en termes d'amende et soixantaine de points d'inaptitude également. Mais passer à un certain niveau, c'est pas saisir du véhicule, carrément? Je pense que oui. Oui, en fonction de l'écart de vitesse, effectivement, ça, t'as raison. Mais c'est une pratique qui est vraiment troublante, qui gagne en popularité sur les réseaux sociaux. Puis, je veux dire, ça peut être fatal. Et qui nous rappelle que malheureusement, en bas âge, parfois, t'es pas conscient de la valeur de la vie. Là, parce que à la fin, c'est la seule chose qu'on doit garder à l'esprit. Là, c'est que t'es pas conscient de la valeur de la vie, la tienne en partant, et potentiellement celle des autres. À cet âge-là, tu te penses immortel. Puis je me dis, si les gens n'allaient pas cliquer sur les vidéos puis que c'était pas populaire, ils le feraient pas. Et pourquoi les réseaux... Moi, l'autre question que j'ai par rapport à ça, c'est pourquoi là, les TikTok, les Instagram de ce monde continuent de garder ouverts ces comptes-là. C'est illégal. Non, mais je veux dire, tu exposes un crime. T'as raison. Constamment. T'as raison. Constamment. Oui. Pourquoi c'est permis? Mais en même temps, tu te fais cloner, Mario, là. Tu te fais cloner ton compte sur un fraudeur. Puis après ça, eux autres, ils font rien. Tu le signales, puis non, ça ne contrevient pas aux politiques. Êtes-vous fous? Oui. Je sais pas, ils diffusent ils diffusent des crimes. Sans conséquence. Ouais. Mais en même temps, il faut mettre ça, pour ce qui est de risquer sa vie, il faut mettre ça dans la même catégorie que ceux qui, pour une photo sur Instagram, vont aller dans un site, je sais pas, au Grand Canyon, puis là, il y a une clôture, là, tu sais. Mais là, eux, la clôture est trop loin. Il y a un autre 18 pouces de roche avec une petite pointe de l'autre bord de la clôture. Mais il en meurt, je peux pas te dire un chiffre, mais il en meurt plusieurs à chaque année. Mais ça, c'est leur vie. À cause de leur stupidité. Moi, où j'ai un problème avec ça, c'est que si t'es sur l'autoroute, tu roules en fou, puis tu causes la mort de gens qui n'ont pas rapport avec ta conduite dangereuse, une mère de famille, un enfant, peu importe qui, là. Là, ça marche pas, là. T'as absolument raison. Les libéraux vont être en congrès, les libéraux du Québec, le PLQ, vont être en congrès en fin de semaine. Oui, 35e congrès de l'histoire du Parti libéral du Québec. Ça se passe à Lévis jusqu'à dimanche, au cours de la fin de semaine. Et ça survient là, à quelques semaines du déclenchement officiel de la course à la chefferie. Tu comprendras qu'ils seront tous là. Frédéric Beauchemin, Denis Coderre, Charles Milliard, Marc Bélanger et Pablo Rodriguez. D'ailleurs, Pablo Rodriguez, ce matin, fait l'objet d'une lettre très importante, exhaustive, signée par plusieurs anciens ministres libéraux, d'anciens députés, des députés actuels. On peut dire des ténors du parti. Oui, exactement, qui signent une lettre ouverte dans laquelle ils affirment que Pablo Rodriguez est l'homme de la situation, celui que Québec a besoin aux prochaines élections. Et parmi les signataires, on a Luc Fortin, Martin Coiteux, Robert Poetti, plusieurs nouveaux membres de la commission jeunesse du parti aussi, Mario. Ouais. 3 choses sur le Congrès libéral. D'abord, c'est bien certain qu'on va surveiller un parti qui va choisir un chef. Ce qui est intéressant du Congrès, c'est ce qui se passe dans les corridors, c'est qui appuie le chef, c'est quel chef est le plus populaire. Ça va être hyper surveillé. C'est aussi le Congrès, il faut se souvenir de la division qu'il y a eu au Parti libéral il y a quelques jours, quelques semaines, sur les écoles, concernant les écoles religieuses. Absolument.
Et là, la commission politique était pas... Le caucus, en fait, a pris une position qui faisait pas l'affaire de beaucoup de monde dans le parti pour arrêter le financement des écoles religieuses. Et ça va être l'objet d'un débat. La commission politique s'est donné un mandat là-dessus. L'autre affaire, ce matin, on peut lire dans les journaux un peu les résolutions qui vont être adoptées. Et là, je pense que ça va inquiéter. Je ne serais pas surpris qu'un ou quelques candidats à la chefferie mettent un cran d'arrêt sur ces résolutions-là ou se dissocient. Parce que c'est des résolutions essentiellement qui sont tous de la communauté anglophone. Là. Pour dire, ben là, il faut protéger les droits des anglophones, il faut surveiller les droits des anglophones, il faut enlever la clause non-obstant qui protège le français, etc. Et, je veux dire, il me semble qu'on avait conclu à la dernière élection que la survie du Parti libéral, puis je dis bien la survie ou la relance, c'était de se reconnecter avec les francophones. Alors, si à ton premier congrès des membres, puis des congrès des membres au Parti libéral, c'est aux 2 ans, il n'y en a pas tous les semaines, là, c'est aux 2 ans. T'as des conseils généraux entre-temps, mais au congrès des membres aux 2 ans, au premier congrès, tu te dis, nous autres, ce qui nous intéresse au Parti libéral, c'est les droits des anglophones. Il faut que les anglophones, leurs droits soient protégés à Montréal. Je sais pas si c'est la façon souhaitée là, de se reconnecter avec les francophones. Donc, moi, si j'étais candidat à la chefferie, je m'opposerais pas à tout, parce que tu peux pas te mettre tous les anglophones à dos, mais je prendrais une résolution symbolique, puis je dirais, moi, je vais la faire battre et je vais me faire le champion de la faire battre pour dire que moi, je suis le candidat qui va réconcilier le Parti libéral avec les francophones. Là. Est-ce qu'il y en a un qui va le faire? Pablo Rodriguez, Denis Kodak s'est déjà fait connaître quand il était au fédéral comme un défenseur du français. Ça va être certainement à surveiller. Il y a la CAQ qui est pointée du doigt pour l'utilisation qu'ils font de la coaliste. Ouais, coaliste, là, ça vous dit peut-être rien avant les derniers jours. Il y a un suivi de ce dossier-là dans le journal ce matin, une enquête là, de notre bureau parlementaire. Révélation d'anciens employés de la CAQ qui confirment, dans un premier temps, que le gouvernement utilisait ce fameux logiciel-là, Coaliste, qui classait les citoyens selon leur allégeance politique. Et parmi les témoignages qui ont été récoltés, notamment sous le couvert de l'anonymat, parce que ce sont des gens là, qui craignent certaines conséquences, il y a une ancienne employée du bureau de circonscription qui dit que l'outil en question est une véritable machine de guerre pour la CAQ. Et parallèlement à tout ça... Mais ça... c'est normal. Tous les partis ont ça. En fait, je dis pas. Peut-être qu'il y a des partis qui l'ont pas, mais s'ils l'ont pas, ils sont dans le trouble. Parallèlement à tout ça... C'est ça. C'est un outil partisan. Ben oui. Et là, ce qui est arrivé, c'est que la commissaire à l'éthique, dans la circonscription de Chauveau, donc la circonscription du député Sylvain Lévesque, on a eu recours à cette plateforme-là pour le traitement des dossiers des citoyens. Et là, il y a une différence entre ce qui est partisan, le travail partisan, et... finalement, le bureau de comté des citoyens. Qui donne un service à l'ensemble de la population. Quelques extraits de cet article-là. On apprend notamment, selon le bureau parlementaire, que dans tous les bureaux de circonscription de la CAQ, les citoyens seraient fichés en fonction de leur allégeance politique. Ce ne serait pas un cas isolé. Dans cette circonscription-là, toujours selon les prétentions du journal, la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, serait le cerveau de l'opération derrière la création de ce logiciel. Elle formerait, encouragerait les employés à l'utiliser fréquemment. Il y aurait un code de couleur avec la liste électorale. Donc rouge, libéraux, bleu, PQ, orange, Québec solidaire. Et ce serait toujours ouvert sur les ordinateurs. Ordinateur du bureau de circonscription, je rappelle. Pareil, là, travail partisan, bureau de circonscription, c'est 2 choses. Même les caquistes, Mario, selon les révélations du bureau parlementaire, seraient triés en fonction de leur allégeance. 5 pour les plus fidèles, 3 pour les plus volatiles. Mais tout est normal. Quand on dit Brigitte Legault, c'est la directrice générale du parti. Quand elle en a fait une machine de guerre, il n'aurait pas gagné les élections s'il n'y avait pas ça. Tous les partis... Écoute, les conservateurs à Ottawa, eux, prennent l'outil, là, x10, là. Parce que dans la liste, ils vont avoir toutes ces informations-là, mais aussi ton métier. Donc, toi, tu es agriculteur en Saskatchewan. Tu es inquiet pour tes tracteurs de la taxe sur l'essence, ce qui fait que quand les conservateurs font une intervention sur la taxe sur l'essence, ils vont pas nécessairement l'envoyer à tout le monde, ils vont l'envoyer à un sous-groupe de courriels qui sont particulièrement intéressés par ce sujet-là, pointu.
on est dans les outils de 2024. Donc, le seul enjeu n'est pas est-ce que la CAQ a un bon outil de pointage puis de dire, cet électeur-là, on l'a visité en porte... Parce que tu cumules l'information. Cet électeur-là, on l'a visité en porte-à-porte, je sais pas moi, à l'élection de 2018 ou de 2022. C'est un militant de Québec solidaire. Il est fiché. Les gens peuvent ne pas aimer ça, être fichés, mais je veux dire, tous les partis politiques vous fichent. Et si vous avez déjà dit un parti pour qui vous votez, ils l'ont pris en note. S'ils sont bien organisés, ils l'ont pas perdu dans leur système informatique. Le point, c'est que ça doit pas être utilisé. J'espère que ça ne l'a pas été, mais là, toutes sortes de révélations pour donner le service. Hier, Simon Jolin Barrette a dit non, jamais d'un bureau de comté, on sert tout le monde. Mais est-ce que quand quelqu'un se présente au bureau de comté, je sais pas, parce qu'il y a eu un problème avec la CSST ou il y a eu un problème avec... il y a eu un accident d'auto, puis il n'a pas été indemnisé correctement par la SAAC, est-ce qu'on vérifie son allégeance politique avant de lui donner le service? Je peux pas croire. Sincèrement, je peux pas croire. Mais c'est comme un fil qui dépasse à la CAQ et que les partis d'opposition vont tirer dessus. C'est assez évident. Il y a Christian Dubé hier qui a fait le bilan de toute son opération là, pour rénover le système de santé. Bilan, où il avoue là, qu'il y a des choses qui sont difficiles. Il avoue qu'il y a des résultats qui arrivent très lentement. Ouais. Et le chiffre peut-être à retenir, c'est que selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, 8,5 millions de Québécois qui ont une carte soleil auront accès à un professionnel de la santé dans un milieu de soins de leur région, que ce soit un GMF, que ce soit un CLSC, d'ici l'été 2026. Ça, c'est comme... 1 an et demi. Ouais, ce qui retient l'attention. J'entendais, des fois, là, quand le peuple parle, Mario, les vox pop là, que les journalistes font dans les rues, les gens étaient très sceptiques par rapport à ça. Ils étaient très, très, très sceptiques. Il y a tout l'enjeu de rattrapage de chirurgie. Ça aussi, c'est vraiment... On est encore moins optimiste là-dessus. Oui, c'est ça, parce qu'on prend du retard. Maintenant, il y a eu réaction de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui considère que les avancées proposées par le ministre favorisent le renforcement du privé et non du public. La FIC pense aussi que les propositions ne vont pas aider à stopper les longues attentes aux soins de première ligne, aux urgences qui sont encore engorgées. Et le syndicat déplore le manque de solutions pour ce qui est de la surcharge de travail. Je te fais entendre là-dessus le ministre de la Santé, Christian Dubé. Je sais que l'accès de la santé est parfois difficile. Chaque Québécois doit être inscrit soit à un médecin de référence ou à un groupe de professionnels dans son milieu de soins. C'est pas normal de faire attendre un enfant avec son père ou avec sa mère 10-12 heures à l'urgence. La négociation des 2 prochaines fédérations est critique au cours des prochains mois. Moi, j'ai vu le rapport du ministre. D'abord, je veux dire du côté positif. Ouais. J'adore un ministre qui fait des suivis publics. Parce que là, je veux dire, si vous n'avez pas vu ces documents, là, c'est tout ce qu'il a promis, puis avec des tableaux, puis des... Comme les entreprises fonctionnent de même, là, tu sais, t'en es rendu où? T'avais promis que t'allais faire ça, ça devait être prêt à l'été 2024, on est rendu à l'automne, c'est pas fait, et dans son document, tu le vois, là, sur certaines choses, il y a du retard. Mais dans ce qui est fait, il y a beaucoup de choses qui sont des éléments de processus, c'est-à-dire on va dire c'est un succès par exemple, on a renouvelé les ententes, les conventions collectives en allant chercher une souplesse. C'est un succès, il fallait faire adopter le projet de loi qui crée l'Agence Santé Québec, c'est fait. Mais c'est ce que j'appelle des éléments de processus dont le ministre nous dit ils sont des préalables à l'amélioration des soins. Bon. Mais pour le peuple, le vrai résultat, c'est pas de dire OK, ta loi est adoptée ou ta convention collective est signée, c'est j'ai le service. Là. Le ministre va te dire, oui, mais c'était le préalable. Pour donner des meilleurs services, il fallait régler ces problèmes-là. Mais là, les meilleurs services, on les attend. Et là, je pense, l'accès, je comprends que les gens soient sceptiques, on ne croit plus rien dans le domaine de la santé. Je pense que l'accès raisonnable à un médecin, quand tu es malade, à l'été 2026, je dis pas que ça va être facile, mais c'est beaucoup moins irréaliste que l'engagement précédent. Oui. Qu'avaient pris tous les partis, là, que tout le monde aurait un médecin de famille. Parce que ça, remonte 5 ans passés, 6 ans, tous les partis promettaient ça. Tous les partis nous promettaient ça. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'était du gros n'importe quoi. Là. Quand ils ont pris cet engagement-là, ils prenaient, là, OK, on va avoir des nouveaux médecins, ils vont graduer de l'université, ça va nous en faire tant de centaines de plus. Ils avaient oublié qu'à l'autre bout du spectre, il y en a qui arrivent à 72, 75 ans, puis ils prennent leur retraite. Ah... Et sans compter aussi ceux qui s'en vont au privé, puis qui pratiqueront jamais dans le public. Mais moi, je te parle juste des retraites. Oh oui, oui.
comme il y a beaucoup de médecins âgés, la population est vieillissante, il y a beaucoup de médecins âgés, il y a plus de retraites, des médecins qui prennent leur retraite puis qu'il y avait beaucoup de patients que tu n'es pas capable. Donc, ceux qui promettaient... n'avaient pas regardé la démographie du corps médical pour se rendre compte, voyons, il est impossible que chaque personne ait un médecin de famille. Donc, le nouvel objectif de nous donner accès, là, que tu vas aller en ligne, puis que Clic Santé va t'offrir un rendez-vous. Je regardais ça. Je dis pas que c'est fait, mais c'est moins irréaliste que l'engagement précédent. Mais avant de lancer ça, ils n'ont pas des données, justement. Ils les avaient pas, ces données-là. Tous les partis nous l'ont promis, là. Puis à cette heure, on se rend compte à quel point c'était pas sérieux. Tu as suivi de près le décès de Liam Payne, l'ex-membre de One Direction, mais là, hier, il y a eu des développements très importants. Oui, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 3 personnes qui sont accusées en Argentine parce qu'on se rappelle que Liam Payne a fait une chute mortelle d'un balcon à Buenos Aires le 16 octobre. On sait qu'il y a une enquête qui est en cours. Et là, ce qu'on révèle, c'est qu'il y a 3 personnes qui ont été accusées présentement de vente de stupéfiants et d'abandon de personnes vulnérables dans la foulée. Alors, ce qu'ils ont découvert, c'est que dans le corps de Liam Payne, il y avait de l'alcool, de la cocaïne, des antidépresseurs depuis au moins 72 heures avant le décès. Ce qu'il raconte, c'est qu'il y a une des 3 personnes qui était avec Liam Payne dans les journées, les heures précédentes. Donc, c'est cette personne-là qui est accusée d'abandon. Ensuite, il y en a un qui aurait vendu de la drogue. Il y a un employé de l'hôtel qui y amenait de la drogue. Là. Ça aussi. Un employé de l'hôtel qui y amenait de la drogue 2 fois. Il y en a un autre également qui aurait fourni de la drogue 2 fois dans la même journée du 14 octobre. Plus cette personne qui le suivait constamment dans les dernières heures et qu'il l'aurait abandonné. C'est celui-là qui est abandonné de mort. Ce qu'on sait, c'est que c'est confirmé. Il n'y a pas eu de traces de lutte, de défense. Il n'y a pas eu de moment de réflexe dans la chute. Et ce qu'on dit, c'est qu'il n'était pas pleinement conscient non plus au moment de la chute. Ça a été confirmé aussi. Et l'enquête continue. Donc, ça atténue encore plus l'idée d'un suicide au sens volontaire et conscient là, du terme. Oui, ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de zone grise là-dessus. Là. Il n'était pas pleinement conscient lors de la chute du balcon qui a causé la mort. C'est un type complètement perdu qui soit a sauté dans une illusion en pensant que c'était autre chose ou carrément qui est passé par-dessus bord, qui est tombé. Donc là, ils sont passibles de 5 à 15 ans de prison. Là. Si jamais dans le processus judiciaire, ils étaient condamnés, là, c'est 5 à 15 ans de prison. Ces 3 personnes-là, où on ne connaît pas leur identité, mais on commence quand même à savoir. Là, un employé de l'hôtel, quelqu'un qui était avec lui quelques heures avant, un autre qui a fourni de la drogue. Donc, ça continue, mais je trouve quand même qu'on a quelqu'un qui était avec lui quelques heures avant, c'est pas sa conjointe. Là. Non, c'est pas sa conjointe. Elle avait déjà quitté, elle avait quitté en tout cas. 2-3 jours avant. Exact. En tout cas, ça laisse pas entendre ça. Quoi qu'ils nous ont pas confirmé aucune identité. Mais moi, quand je disais les rapports et les différentes mentions des médias internationaux, je ne sentais pas qu'il s'agissait d'elle. Mais on devrait en savoir plus. Je trouve qu'on a quand même des informations assez rapidement dans ce dossier-là. Donc, j'imagine que dans les premières semaines, on aura un autre éclairage. On dirait que ça manque de suspense là, quand tu nous donnes le résultat du match du Canadien. Pensez-vous qu'ils ont gagné? Je pense pas, non. Non, je pense pas, non. Hein? Défaite de 5-3 contre les Devils du New Jersey. En fait, c'était 2-0 pour les Devils après une période de jeu. On a eu un petit regain de vie quand même en deuxième, là, avec le réveil d'Alexis Hook, Canadien. Montembeault a fait quand même 22 arrêts sur 26 tirs. Ouais. Mais le Canadien qui enlève son gardien donne peu d'espoir parce que c'est une équipe qui est énorme. C'est très, très facile d'enlever la rondelle aux Canadiens, de couper. C'est une équipe qui contrôle pas la rondelle. Puis les autres le savent. Fait que le joueur qui a la rondelle, il fonce dessus. Ils sont pas respectés. Mais ce qui était désolant en première période, là, on n'est pas capable de rentrer dans zone adverse. Écoute, on perd la rondelle à 3 pieds de la ligne bleue à peu près. Tout le temps, dans zone neutre. C'était fascinant en première période, en tout cas. Mais c'est parce qu'en même temps, on dit les Canadiens, une équipe, je trouve ça tellement drôle ce commentaire-là, une équipe rapide, parce que 4 ou 5 des patineurs sont des patineurs rapides. Mais on s'est déjà parlé de ça, le jeu rapide, c'est quand la rondelle circule à une vitesse de fou parce que les passes sont précises, il arrive sur la palette du joueur, qui l'attrape, qui repasse à un autre, et là, le jeu devient rapide, la défensive devient étourdie. Le Canadien est une équipe lente, là. La rondelle se déplace, elle arrive d'un patin, elle arrive à côté du gars. Tout ça fait que le jeu est extrêmement lent, avec les défenseurs adverses ont un temps de réaction. Ouais. Puis ce qui a cassé les reins aussi du Canadien, pénalité à Madison en 3e période. Si Martin Saint-Louis, vous avez peut-être vu les images circuler, avait pu se cacher la face dans son veston, il l'aurait fait. Il avait l'air vraiment découragé. Donc, 5e défaite de suite pour le Canadien, une 9e défaite en 11 matchs. Prochain affrontement, c'est samedi contre les Maple Leafs de Toronto. Ça peut pas être pire. Ouais, mais on arrive au point qu'il va falloir que Ken Hughes fasse quelque chose, qu'il aille chercher du renfort. Est-ce que le poste de Martin Saint-Louis pourrait être en danger? Mais on arrive dans la zone de 9 défaites en 11 matchs. On arrive dans la zone plus sensible. Oui, c'est clair. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes. C'est mission accomplie.